fait, la carte n'est pas encore officielle, mais a priori, Louviers sera encore situé en zone fragile, ne sera pas considéré en fait comme un pôle déficitaire, et c'est pour ça que nous on voulait en fait là aussi s'impliquer très très fortement, parce que ça veut dire que les aides ne viendront pas directement de l'ARS pour l'installation en fait de jeunes médecins. Il faut que nous on crée en fait une dynamique et qu'on s'implique très fortement en fait sur le terrain pour justement pallier à pour le moment cette fragilité de notre zone, mais qui risque d'empirer si rien n'est fait. Nous sommes allés voir avec Céline Léman en juin 2016 la directrice de l'ARS à Caen. On a présenté le projet et nous on a fait le choix de s'engager dans une maison médicale plutôt que de s'engager dans une maison de santé parce que les délais pour une maison de santé étaient très compliqués et ce que nous a dit la directrice de l'ARS c'est partez plutôt là-dessus, il sera toujours temps de la transformer en maison de santé mais au moins vous aurez le commencement de quelque chose. Voilà, c'est un peu ça la démarche. Très bien, je vous propose de passer au vote. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, Jacques Vidot sur le lancement d'une étude sur la signalétique. Je vous propose de délibérer sur l'autorisation de lancement d'une étude concernant la signalétique. La présente délibération est la traduction de la volonté politique de la municipalité de relancer l'attractivité de la ville. Elle s'inscrit dans le dispositif Louviers Cœur de Ville, en travaillant désormais sur la signalétique afin de renseigner les Levériens et les visiteurs, mais aussi et surtout de mettre en valeur le patrimoine architecture et touristique de la ville en imaginant des cheminements piétons jalonnés. Pour ce faire, la ville va lancer une étude en ayant recours à un cabinet spécialisé. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Oui, on va quand même bien savoir le prix. Alors, l'objet de l'étude, justement, c'est aussi d'arriver à un prix. Allez, c'est monsieur Hazard. non, mais le prix, on va. Oui. Je demandais, vous dites que vous avez lancé une étude. Et le prix de cette étude, avant qu'on puisse voter ça? Ou alors on le votera dans une autre délibération, alors? En fait, Le sujet est un peu complexe parce que l'idée c'est de pouvoir travailler, on est sur la question de la signalétique, sur des compétences qui sont enchevêtrées entre le département, l'agglomération, la ville. Parce que, par exemple, la signalétique sur le tourisme ou sur les commerçants, c'est une compétence agglo. La signalétique sur un certain nombre d'équipements municipaux, sur des parkings, c'est une compétence ville. Et puis la signalétique sur les collèges, c'est une compétence département. Et ce que nous souhaitons, c'est avoir une vision globale. Et d'avoir une vision de la signalétique qui ne soit pas que de la signalétique routière, mais qui puisse être aussi du qualitatif. Ça rejoint d'ailleurs la présentation qu'on faisait dans le début de conseil sur l'appel à projet ville de la reconstruction. Pour aussi imaginer, je pense que M. Fraisse y sera sensible, des cheminements piétons, des cheminements intelligents avec de la signalétique, avec du contenu aussi. Quand on est devant un bâtiment, expliquer l'histoire du bâtiment, de faire des circuits sur des thématiques qui peuvent être la thématique industrielle pour Louviers, mais qui peut être aussi la thématique de l'eau, qui peut être... Bref, il y a tout ça à imaginer, et donc c'est pas juste une étude sur on va poser des panneaux. Et on voit aussi qu'il y a aujourd'hui des vrais manques. Le moulin est très peu signalé, le cinéma n'est pas forcément beaucoup, les collèges et les lycées sont mal faits, et qu'il faut réfléchir à la fois à une unité, à une homogénéité, à une cohérence, en termes de parcours et en termes de mobilier aussi urbain. Il faut qu'on soit dans le qualitatif, parce qu'il ne s'agit pas de refaire le centre-ville et aussi d'avoir une politique de proximité avec ses villages dans la ville sans avoir l'accompagnement signalétique nécessaire. On a aussi une signalétique sur cette mairie, sur un certain nombre de salles, etc. Donc, l'idée, M. Bassard, de cette étude, c'est là, on va établir un cahier des charges en commun entre l'agglomération et la ville. Et on va faire ce cahier des charges assez complet. Et c'est là qu'on va avoir le montant, et bien sûr, on lira. Et ensuite, il faudra mettre en œuvre, et les financements seront ventilés selon qui est compétent pourquoi, mais au moins il y aura une unité. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Dans ce cas-là, on peut passer au vote sur cette déclaration. De passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? abstention. Abstention ou vote contre? Abstention? Est-ce qu'on peut vous demander une explication de vote sur l'abstention? Non, mais pas à vous, monsieur. Passer à autre chose. Attendez. Vous lui entendez un piège, là. Madame Séguier.
Alors je sais pas, moi on s'est dit tout de suite, enfin en tout cas moi encore une étude, alors je sais pas, c'est pas non pertinent je trouve, mais je dis que c'est pas le moment pour moi, les priorités. C'est-à-dire qu'on a une demande, par exemple, des commerçants qui nous demandent d'indiquer des parkings. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise idée, j'ai dit que c'était peut-être pas le moment. Voilà. Mais ça va pas loin. Très bien. D'autant plus qu'on ne sait pas le coût, c'est-à-dire que quand on va lancer l'étude, on ne peut pas. C'est selon le degré de... Vous avez quand même un cahier de charge, vous allez embaucher un cabinet, donc vous savez combien ce cabinet va vous coûter quand même. Non, on va faire un cahier des charges et après on va faire par rapport au cahier des charges un appel d'offres pour avoir un coût. Mais c'est à ce moment-là qu'on saura. Par rapport au degré d'exemple. Très bien. Merci de cette explication de votre lumineuse. Donc, abstention du mot Bravo Louvier. Ah, alors je voulais tout reprendre, excusez-moi. Qui vote contre? Pardon, madame. Terminez vos phrases par un petit mot assez désagréable. Je ne prendrai plus la parole. Écoutez, libre, non, mais plus prendre la parole. Ça devient vraiment... C'est-à-dire, madame Séguier, vous avez eu des mots tellement agréables dans votre rencontre que j'avais envie de vous rendre la parole. Vous ne pouvez pas nous demander d'être dans la discussion, dans la concertation, voire dans la proposition, si chaque fois qu'on prend la parole, vous êtes insultant et vous nous manquez de respect. Bah, pour moi, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, quand je prends la parole, je ne réponds pas. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des oppositions? Non. Y a-t-il des abstentions? Une partie du groupe Bravo Louvier, donc 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Non, c'est pas possible, 6. 5. Donc 5 voix. Y a-t-il des votes pour? Le reste, non. Les autres. Merci. Délibération suivante, c'est Caroline Rouget pour une acquisition de parcelle. Bonsoir, il s'agit d'une régularisation d'une parcelle qui est restée au nom de Madame Ménil lors de la création d'un lotissement à 7 chemin de Léry. Cette parcelle, c'est la parcelle cadastrée ZA 210 qui finalement au jour d'aujourd'hui, dans les faits, est à usage public et aurait dû être rétrocédée comme il se doit dans le cadre d'un lotissement depuis longtemps. Madame Ménil s'étant aperçue de cette omission, elle a demandé à ce que la commune rachète. Donc elle a proposé à l'euro symbolique comme il se fait dans tous les cas dans le cadre des rétrocessions. Il s'agit ce soir d'approuver la cession ainsi que le classement de la parcelle dans le domaine public communal tel que ça aurait dû être fait depuis longtemps. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non, je vais passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci Caroline. Délibération suivante, déclaration de servitude au profit de GRDF sur les propriétés communales. Effectivement, il s'agit, comme il se doit dans les fournisseurs d'énergie, de faire passer les servitudes au profit de GRDF sur les parcelles communales qui sont cadastrées ZC 143 et 183. Il suffit d'accorder donc une servitude au profit de GRDF pour la réalisation d'opérations de fiabilisation des réseaux routes de la Haye-le-Comte. Je vous demande d'approuver cette servitude. Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Délibération suivante. Alors, délibération importante des relations entre la ville et la Ségolène. Tout à fait. Alors, dans les années 70, des opérations de logements sociaux avaient lieu entre la Sécommune notamment et la commune, sur notamment la ZAC de la justice. Il avait été prévu dans les conventions qui étaient passées que la ville verserait une participation remboursable à la Sécommune entre 75 et 84. La convention de l'époque prévoyait également que la ville garantirait les emprunts, comme elle le fait d'ailleurs aujourd'hui, et rembourserait aussi les impayés et les loyers non perçus en période de vacances de logement. C'est une convention qui avait été passée parce qu'à l'époque, la Sécommune ne pouvait pas assurer, au vu du coût de la construction, les loyers suffisamment bas pour garder le critère des logements sociaux. Donc la commune s'était un petit peu substituée, c'était dans le cadre de leur convention, disons pour éviter que les locataires payent des loyers élevés qu'ils n'auraient pas pu assumer. En contrepartie, la ville avait droit à la dévolution d'un certain nombre de logements.
Donc il est prévu qu'en échange de garantir des loyers, au bout d'un certain temps et à la fin de la convention, la mairie pourrait disposer d'un certain nombre de logements, 57 en l'occurrence. Par ailleurs, ces clauses n'ont jamais été appliquées et la Sécomil a assumé les frais financiers tels qu'ils auraient dû être. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas intéressant du tout pour la commune de récupérer ces 57 logements, puisqu'on n'a pas vocation à être gestionnaire de biens immobiliers, et puis c'est pas notre rôle. Donc, il a été prévu et convenu avec la Sécomil qu'on renoncerait à la dévolution de ces 57 logements. En échange, la Sécomil s'engage à mener les travaux de rénovation de l'immeuble La Roquette à Louviers, ainsi que la restructuration de l'îlot, notamment en faisant l'acquisition des maisons qui sont autour de cet îlot via un achat de Habitat, ce qui permettrait d'avoir une surface plus sympathique, puisqu'ils vont raser les maisons qui sont quasiment vides aujourd'hui pour faire un espace vert. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Très bien. Oui, monsieur Fraisse. Pardon. Est-ce qu'on s'est assuré, parce que comme c'est des choses qui datent d'il y a très longtemps, est-ce qu'on s'est assuré que la Sécomil, est-ce qu'on va pas mettre la Sécomil en difficulté en leur imposant cette charge financière de rénovation? Oui, Caroline, c'est eux qui nous ont proposé de faire cette opération. Donc on n'aura pas obligé quoi que ce soit financièrement parlant. Et c'est une rénovation qu'ils avaient prévue déjà depuis un certain temps. Donc il n'y a pas de difficulté. Et ils nous ont plutôt incité à le faire cette année parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a des dispositions sur les logements sociaux qui ne vont pas en faveur des investissements pour les bailleurs sociaux. Et ils ne savaient pas si en 2018, ils pourraient financer ce genre d'opération. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Internet, je vais apporter aussi une précision. Je tiens à disposition le bilan financier de la Sécomil puisque je suis administratrice de ce bailleur et donc il n'y a pas de... Voilà, ça ne mettra pas en difficulté. C'est le bailleur lui-même qui était demandeur. Effectivement, il souhaite opérer ces rénovations rapidement au regard des incertitudes qui pèsent sur l'avenir des bailleurs sociaux, à la fois sur le territoire mais également au niveau national. Et la santé financière de la Sécomil ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, clairement, la situation des bailleurs n'est pas la même d'un bailleur à l'autre. On a eu un débat intéressant en comité de pilotage de la politique de la ville samedi dernier sur les contreparties que les bailleurs sociaux doivent apporter à l'exonération de taxes foncières dans le cadre des quartiers politiques de la ville. Et on voit que là, on demande à des bailleurs sociaux de faire un certain nombre de choses qu'ils ne faisaient pas forcément, et l'État est assez remonté contre les bailleurs. À la fois, Marc-Antoine Jamet, au titre de la ville de Vallereuil, et moi, au titre de la ville de Louviers, on a quand même réitéré auprès de la sous-préfète que nous avions de bonnes relations avec les bailleurs et qu'on construit quand même des politiques ambitieuses, importantes avec eux, et que là, en l'espèce, c'est aussi une contrepartie normale, puisque c'est une dévolution, et donc il doit y avoir un équilibre. Et je dirais même que c'est parce que juridiquement, il faut qu'il y ait aussi cette rénovation, parce que si elle n'y est pas, il y a un problème pour le coup, il y aura un problème de gestion de la part de la collectivité qui se déposséderait sans contrepartie d'un bien qui est à elle. Et donc, la contrepartie juridique, c'est un sujet assez intéressant à traiter, c'est de regarder quel est le bon équilibre, à la fois qui permet de faire de la rénovation, qui ne déséquilibre pas les finances d'un bailleur et qui, pour la ville, est une contrepartie suffisamment significative pour justifier ça. Voilà. Et la Sécomil a fait ce type d'opération dans d'autres communes de l'Eure. Voilà les informations qu'on pouvait vous apporter. On va passer au vote sur cette délibération. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc la délibération suivante, toujours Caroline, oui. Sur la cession d'une propriété communale. Alors, preuve en est de la bonne santé de la Sécomil, puisqu'ils ont demandé, comme nous l'avons fait rue Henri Dunant l'année dernière, de reprendre aujourd'hui les baux amphithéotiques qu'ils possèdent sur deux terrains dont ils ont construit des logements sur la commune. C'est rue du Point du Jour pour la première délibération et rue Boyer-Dieu pour la seconde. Donc là, actuellement, il y avait un bail amphithéotique sur chacun des terrains. Ils ont proposé le rachat en fait, des terrains pour devenir propriétaires à la fois du bâti et de l'assiette cadastrale.
Et il a été proposé, en vue de l'estimation des domaines qui a été visé, un prix de 185 000 euros, pour la parcelle notamment rue du Point du Jour. Et sur la parcelle rue Boyel-Dieu, 68 400 euros dans les mêmes conditions. Donc il s'agit de 2 délibérations. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui, vous êtes en train de vendre des bijoux de famille, là, pour boucher les trous. C'est un peu ça. Alors, Et alors, est-ce que vous pourriez nous démontrer maintenant, dans l'enceinte de ce conseil, quel serait l'intérêt de conserver la propriété de ces immeubles et de ce terrain cadastré, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous montrer ça de façon très pointue, hein, s'il vous plaît? sachant que les coûts de fonctionnement, c'est assez... Comment? Non, je ne sais pas votre niveau, je le sais, hein, ça sera pas pointu. Non, mais enfin, je connais un peu quand même ce système-là, ça s'est fait que le privé. Tant que vous avez les terrains, vous en êtes propriétaire. Et si un jour la Sécomil, même qu'elle sera en difficulté, ils ne peuvent pas vous prendre votre terrain, vous en êtes toujours maître. Donc vous pourriez après faire ce que vous voulez. Qu'aujourd'hui, une fois que vous allez vendre le terrain, la Sécomil demeurera propriétaire, elle en fait ce qu'elle veut. Et vous, vous êtes toujours en droit de regard si vous les gardiez pour vous. Voilà. Vous connaissez voilà. Très bien. Très bien, on va passer au vote sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Monsieur Vassar, vous opposez une opposition? Donc, Monsieur Vassar, est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est donc c'est Jacqueline. C'est fini. Jacqueline. Donc je vous propose de délibérer sur la mise à disposition d'un terrain situé avenue Winston Churchill dans le cadre de la restructuration du réseau d'assainissement. Il était nécessaire de créer un bassin de stockage rétention d'eau sur un terrain situé avenue Winston Churchill appartenant à la ville. Ces travaux étant menés par l'AGLO, il est proposé de mettre le terrain à disposition gracieusement de l'AGLO. Avez-vous des questions sur le sujet? C'est toujours prévu que la Croix-Rouge revienne sur place. Après. Monsieur Bidot. Oui, je crois. Il y a deux. La première chose, donc là on est sur un terrain avec un bail amphithéotique. Et donc la partie où ce bassin va être installé, où vous voyez que c'est creusé actuellement, cette partie-là, on la cède à l'agglomération. À la suite de ça, on est en discussion, des discussions bien avancées, puisqu'on était réunis avec les responsables départementaux et régionaux de la Croix-Rouge, qui nous ont présenté un projet, parce que on est prêt, la ville est prête à mettre à disposition le terrain pour que la Croix-Rouge puisse s'y installer beaucoup plus confortablement qu'aujourd'hui, mais avec des conditions que vous connaissez ou que vous avez certainement entendu parler, qui concernent l'implantation des bâtiments sur la voie structurante. Donc, ils nous ont proposé la semaine dernière un projet avec donc leur architecte. Je dirais que les choses sont très très bien engagées, puisque le projet, sur les éléments qui nous ont été présentés, nous donne satisfaction, et les verra donc se réinstaller à partir du moment où les travaux seront terminés. Et ils pourront bénéficier du parking, de l'espace qui sera sur le réservoir, qui pourra être utilisé comme parking, ce qui veut dire qu'ils vont récupérer, pour ainsi dire, la totalité de l'espace qu'ils occupaient jusqu'alors. Et tout ça reste pour nous, au moment venu, on vous le proposera, à arrêter un bail donc amphithéotique, en déterminer le nombre d'années, mais sur le principe, je dirais que le dossier avance bien, et vraiment l'objectif, c'est de les retrouver ici, dans de bien meilleures conditions que celles qu'ils connaissent aujourd'hui. Et avec aussi une volonté d'être très attentif à l'esthétique, puisqu'on sera sur l'axe structurant et qu'on va avoir un fond bâti sur l'avenue Winston Churchill et la rue du 11 novembre. Et c'est vrai que l'avant-projet présenté par l'architecte de la Croix-Rouge répond vraiment
aux conditions qu'on a émises. Et là aussi, c'est un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire que la ville accepte de faire un bail amphithéotique, on est en train de discuter de la durée, et en contrepartie de quoi, la Croix-Rouge aurait un vrai bâtiment qui serait aussi un peu de vitrine en Normandie. Hein. Voilà. Ce qu'on peut imaginer, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est que ces discussions, on les mène depuis de nombreux mois, et qu'on n'était pas forcément en accord avec les premières présentations qui ont pu nous être proposées. Donc, comme dans toute négociation, voilà, il y a un temps et on est dans cette phase-là. Et effectivement, la Croix-Rouge, avec ses instances, que je vous disais, régionales et départementales, on fait des propositions qui vont plaire à tout le monde, à nous, municipalités, à nous, habitants de Douvier, mais aussi aux occupants de la Croix-Rouge, plutôt que ce qui était dans les tuyaux, vous avez certainement entendu parler. Parfait, on va passer au vote sur ces éléments de vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernière délibération, Jackie. Ça concerne donc cette fois la mise à disposition d'un emplacement sur un terrain communal pour la pose d'un poste de transformation de courant électrique dans le but d'alimenter la future maison des sports. Avez-vous des questions sur cette implantation? Je vais vous proposer de passer au vote avec une précision, c'est que Caroline Rouzet, qui professionnellement suit ce dossier, ne participera pas au vote. Avez-vous des questions? Non, c'est fait, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Jean-Pierre Duverret pour la délibération suivante relative au siège. Et je peux informer aussi le conseil municipal que Jean-Pierre Duverret a été élu au bureau du siège. C'est quelque chose d'important pour notre ville. Merci, monsieur le maire. Bien, la première délibération concerne donc le siège. Cette délibération concerne un ajustement sur la tranche numéro 2 pour les travaux des réseaux électriques, téléphoniques et d'éclairage public situés rue de l'Écho. Cet ajustement porte sur les travaux du réseau téléphonique pour un montant de 14 000 €. Cela porte donc les coûts à 47 708 € en investissement et à 11 666 € en fonctionnement. Je vous demande donc d'approuver ces travaux et la répartition financière afférente. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième délibération concernant le siège. Cette délibération a pour objectif la poursuite et l'achèvement de l'opération d'enfouissement des réseaux sur la rue de l'Écho, toujours menée par le siège. Cette portion allant du 21 rue de l'Écho jusqu'au boulevard du Maréchal Joffre. La participation de la ville s'élève à 47 708 € en investissement et à 9 166 € en fonctionnement. Tous les détails de cette opération figurent dans votre dossier et sachez qu'à l'issue de ces travaux, la CAS procédera à la réfection de la chaussée et des trottoirs. Je vous demande donc d'approuver ces travaux et la répartition financière afférente. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci pour les délibérations suivantes à faire. Nous passons au pôle sur la politique et l'aménagement du cadre de vie. Il s'agit tout simplement d'une convention de mise à disposition de locaux, d'un bureau très exactement, de la ville de Louviers au sein du centre social Pastel, donc mise à disposition au bénéfice de l'agglomération Seigneur dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier Acacia des Oiseaux La Londe. Nous avons besoin d'un agent à l'agglo sur place pour faire le lien entre les différents partenaires, intervenants, habitants, etc. Donc je propose d'autoriser le maire à signer cette convention de mise à disposition. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Sachant que le local, qui n'est pas très loin, c'est un bureau, est remis en état à la charge de l'agglo, que c'est une convention de mise à disposition gracieuse, que c'est évidemment la ville qui, par ailleurs, organise le nettoyage, qui assurera également le nettoyage de ce local. Voilà, c'est habituel, il s'agit d'un poste d'adulte relais. Je ne vois pas de questions. Je ne prends pas part à ce vote. Bien entendu.
Et donc je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Lachet ne prend pas part. Une abstention. Et pardon, une abstention? Une abstention. Non, il ne prend pas part, c'est pas vrai. Ceci étant, je pense que rien ne vous interdit de prendre part à ce vote. En l'occurrence, il n'y a pas de... Comme il s'agit de convention de mise à disposition entre deux personnes morales, l'agglomération et la ville, je pense que vous pouvez prendre part au vote si vous souhaitez. Restez sur votre position. Merci. Alors, délibération suivante, c'est vous avez proposé d'autoriser le maire à signer une convention entre l'EPID de Val-de-Reuil et la ville de Louviers. Vous savez que l'EPID est un établissement d'insertion des jeunes publics en difficulté, qui est sur le territoire de notre agglomération et qui a un périmètre géographique qui est beaucoup plus large. On se rend compte que, d'abord, il y a des places vacantes à l'EPID et que ce dispositif n'est peut-être pas suffisamment connu des jeunes de notre territoire, qui auraient un intérêt aussi à permettre et à orienter un certain nombre de personnes vers l'EPID, qui en avaient une meilleure connaissance. Et donc cette convention, elle vise à la fois de façon réciproque à mieux faire connaître les activités de l'EPID et l'existence de l'EPID à Louviers, et en même temps à faire participer aussi un certain nombre de jeunes de l'EPID à des activités proposées par la ville. Alors il y a déjà des choses qui se font dans le cadre des commémorations patriotiques. Je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Duveret qui organise ces commémorations, et les jeunes de l'EPID sont très souvent présents. Mais là, il s'agit d'aller beaucoup plus loin, et notamment de pouvoir faire participer les jeunes de l'EPID à nos grandes causes municipales. Nous avons annoncé un plan propreté. Il y a aussi la volonté de l'EPID et l'action de l'EPID de pouvoir participer à des actions aussi nettoyage de la ville avec des habitants, et donc un certain nombre de choses sont proposées ici dans la convention. Il y a aussi vraiment un accompagnement vers l'emploi et d'aider les jeunes à s'insérer sur l'emploi, à mieux communiquer les offres d'emploi et les opportunités de recrutement. Donc cette convention qui est jointe à la délibération, elle vous énumère les engagements à la fois de la ville et de l'EPID. C'est la première fois qu'une telle convention est signée. Donc il est proposé de présenter les termes de cette convention lors du CLSPD, le Conseil local de prévention de lutte contre la délinquance, qui se tiendra ici même vendredi, de signer formellement à l'issue de ce CLSPD la convention. Est-ce qu'il y a des observations? J'en vois pas. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie pour cette unanimité. Monsieur, on a voté. Ah non, mais ça ne revient pas à la question. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de chauffage? Parce que l'ambiance est suffisamment chaude dans la salle. Et il y a un thermostat. Et selon l'état de nos débats, alors on va vérifier, monsieur Lassard. Est-ce qu'il n'y a plus de chauffage? Il y a un radiateur à côté de monsieur Lecuyer. C'est des économies, non? Alors peut-être que le chauffage est arrêté de soir. C'est possible, en fait, c'est ça. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, parce que vous nous convainquez. Qui à 16h30, on démarre dans les délibérations, puis après vous faites vos discours après. Bah non, ça aurait mon intérêt, monsieur Bassard. Je prends un concert. Non, mais il y a une raison, puisque le chauffage, comme vous le savez, à une heure, je ne sais pas. Oui, on arrive là-dedans où il baisse à 17 degrés. Très bien. Délibération suivante. Délibération suivante, c'est Internet sur la nouvelle convention d'entretien du quartier de Maison Rouge. Merci, monsieur le maire. On avait signé en 2015 une convention d'entretien du quartier Maison Rouge suite à l'opération de rénovation urbaine. Il se trouve que cette première convention n'a pas pu être véritablement honorée pour plusieurs raisons. La première, parce que la domanialité, en fait, puisque c'est un des grands principes des opérations de rénovation urbaine, n'est pas encore établie suite à des contraintes techniques. Il est difficile de trouver le bon cabinet de géomètre d'une part. Il y a un certain nombre d'ensembles qu'il est difficile de diviser. Il y a des divisions en plusieurs volumes, et c'est des dossiers très compliqués. Donc pour l'instant, la domanialité n'est pas encore effective. Donc du coup, la répartition des charges ne peut pas se faire, d'une part. D'autre part,
La convention telle qu'elle avait été proposée par la mandature précédente se révèle extrêmement difficile à mettre en œuvre, notamment du fait des contraintes budgétaires liées à l'entretien des espaces verts qui étaient extrêmement qualitatives, mais difficilement soutenables à la fois pour la ville, mais également pour les bailleurs. Donc on vous soumet aujourd'hui une nouvelle convention. Il nous semblait important d'acter le fait que d'autres modes d'organisation se sont mis en place et de façon concertée avec les bailleurs, et en sachant que cette convention est certainement transitoire puisque nous avons décidé de travailler, je regarde Afida puisqu'elle a mentionné tout à l'heure les clauses d'insertion dans les marchés publics, nous avons décidé d'œuvrer aussi sur les questions d'insertion et de proposer, enfin on est en cours d'étude aujourd'hui, la mise en place d'une régie de quartier. Voilà, donc la régie de quartier, c'est la possibilité qu'une association puisse porter l'entretien du quartier, mais pas seulement, à d'autres travaux possibles, et permettre du coup la mise en place de services au sein du quartier, mais aussi la création de richesses, l'économie, l'emploi, etc. Au sein même du quartier, à destination de l'ensemble de la ville. On a eu une séance de travail extrêmement intéressante avec l'ensemble des services de la ville, de l'agglomération, par les différents partenaires qui pouvaient être impliqués, les bailleurs, et un des salariés permanents de la fédération des régies de quartier. Et donc on rentre dans cette phase d'étude avec, j'espère, de gros espoirs. Donc voilà, il est possible que cette convention ne soit encore que transitoire si on pouvait faire aboutir la mise en place d'une régie de quartier qui permettrait, je pense, bien des avantages pour ce quartier mis en œuvre. Je pense que vous avez pris connaissance de la convention. Est-ce qu'elle appelle des questions? Je n'en vois pas. Je ne vois aucune question sur cette délibération. Alors, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Nous avons ensuite 4 délibérations présentées par M. Tachet sur les questions d'éducation. Bonsoir à tous. Alors, la première délibération, il s'agit donc d'une délibération sur les enfants concernant le projet éducatif territorial. Le sigle, c'est le PEDT, dont vous avez dû entendre parler assez souvent. Alors, suite au retour de la semaine d'école de 4 jours depuis la rentrée scolaire de septembre, il a été nécessaire de réadapter le PEDT qui avait été mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Ce nouveau PEDT a donc pour vocation de remplacer l'actuel PEDT. Il reprend des points positifs de la nouvelle organisation qui avait été mise en place pour tenir compte, pour mettre en place les nappes. Dans ce fonctionnement, on avait mis en place le fonctionnement par groupe scolaire, la mise en place d'élus référents par groupe scolaire et le maintien d'activités périéducatives sur le temps de la pause méridienne. Donc également la mise en place de responsables ALSH et d'animateurs référents. Donc le nouveau PEDT met également en place des nouveautés souhaitées par la municipalité comme la conférence éducative ou la création d'un guichet unique qui prend vraiment tournure à l'heure actuelle pour faciliter les démarches des familles, ce qui veut dire que les familles auront un seul et même lieu pour inscrire leurs enfants dans toutes les activités concernant ces enfants. Donc je vous demande d'approuver le nouveau PEDT. Alors j'imagine que vous les avez lus dans le détail. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Oui. Alors, oui. Pardon, attendez. Une remarque, c'est que en fait, cette délibération arrive un peu tard dans l'ordre du jour, et effectivement, ça devient, enfin, des sujets aussi importants, il faudrait les mettre beaucoup plus en avant dans la soirée. Parce qu'on n'est plus réceptif, en plus on n'a plus de chauffage. Donc,
effectivement pour regarder l'intérêt de ce programme qui engage plusieurs organismes, entre autres la CAF, le département, la ville, sur la prise en charge des enfants de 0 à 12 ans. Et voilà, donc c'était une remarque, c'est des sujets aussi importants de les placer bien en avant dans la soirée. Je prends note, madame. Juste aussi quand même, en termes de moyens, au niveau des effectifs, peut-être que c'est avec la réforme, on a, en fait en 2016, on avait 38 personnes affectées sur la direction jeunesse et services techniques, et en 2017, on en a plus de 28. Donc ce qui fait qu'on a une perte de moyens humains de 10. C'est quand même assez conséquent. Alors, c'est lié à l'arrêt des nappes, hein. C'est-à-dire que dans la réorganisation qui a été faite, bien évidemment, on dispose de moins de besoins d'animateurs, et ayant instauré des responsables ALSH qui sont à plein temps, bien évidemment, la réorganisation fait moins appel à des animateurs, du moins pendant les périodes scolaires. C'est moins le cas pendant les vacances. Et de surcroît, on a conservé des activités avec les associations. Donc ça n'apparaît pas forcément dans le personnel. En revanche, il y a des associations qui participent largement aux activités périscolaires et extrascolaires. Madame Blanc, je prends note de ce que vous venez de dire, après Madame Séguier va prendre la parole. Moi, ce que je vous propose, c'est que, à part pour les affaires générales, parce qu'il y a quand même une logique à commencer par les affaires générales, mais on peut tourner selon les pôles aussi, en fonction des délibérations. Cela dit, dans le conseil de ce soir, vous avez aussi eu beaucoup de délibérations importantes, y compris avant, mais on peut tout à fait ne pas toujours terminer par les mêmes thèmes et tourner pour, à un moment, commencer par l'éducation. On peut être vigilant à ça sans aucun problème. Madame Séguier. Alors, je veux quand même noter que, concernant le budget des écoles, il a baissé, à l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure. Je me base là-dessus sur le dernier conseil d'école auquel Mme Perchier a participé. En 2016... Et moi aussi, j'y étais. Non, mais je parle du conseil d'école de l'école Jules Ferry. Excusez-moi. L'école primaire Jules Ferry. En 2016, budget de l'école, à la rentrée 2016, donc 7 950 €. Plus le budget transport de la classe, 670. En 2017, le budget école, tout confondu, est de 7 380 €. Donc on note une baisse de 1 170 € pour chaque école, en tout cas pour celle de Jules Ferry. Madame Séguier, on a eu ces débats en conseil des écoles, c'est pour ça que... C'est la réalité des écoles. Non, mais la réalité des écoles, c'est que 2017 a été une année où nous avons fait le basculement des crédits par souci de transparence, et justement, si on avait voulu baisser les crédits aux écoles, on n'aurait surtout pas agi comme ça, parce que l'avantage d'avoir des crédits un petit peu noyés dans la masse globale du budget de la ville, c'était que c'était beaucoup plus facile d'aller noyer le poisson. Là, on fait œuvre de transparence, c'est-à-dire qu'on met tout sur la caisse des écoles. Et donc c'est très très facile à voir que ça n'a pas baissé et que ça a même monté. Et pour tout vous dire, Madame Séguier, au dernier conseil, à la dernière réunion de la caisse des écoles, il y a un petit paradoxe quand même. C'est que la caisse des écoles, en 2017, elle n'a pas tout consommé. Donc, vous voyez bien que nous, on a mis le même montant et elle n'a pas tout consommé. L'engagement que j'ai pris lors de la dernière réunion de la caisse des écoles, c'était le 30 novembre, c'était de dire, preuve supplémentaire de notre bonne foi et de notre engagement pour l'éducation, c'est que contrairement à tous les autres sujets liés au budget de la ville, l'excédent qui est dégagé cette année par la caisse des écoles, excédent qui va être autour de 7 000 € probablement, il va être reversé intégralement sur le budget 2018 de la caisse des écoles, et la subvention de la ville, elle ne sera pas diminuée de 7 000, elle restera au même niveau. Et donc, moi je veux bien entendre que le budget baisse, mais sauf que on a tout donné
à la responsabilité des écoles et elles n'ont pas tout dépensé. Et donc j'aurais pu vraiment avoir beau jeu de dire bah, il reste 7 000 €, on le remet au coût général. Et je ne l'ai même pas fait. Donc vous voyez, à un moment donné, il faut être un petit peu précis et il faut aussi mettre des différents acteurs. Voilà. La chose. Mais non, mais je vous donne les chiffres du 30 novembre de la Caisse des écoles. Je n'ai pas mes chiffres à moi. Mais vous parlez. C'est dans le compte rendu. Mais Madame Séguière. Maintenant, si les chiffres sont faux, c'est parce que au prochain conseil d'école, on en reparlera. Allumez le micro, Madame Séguière. Si vous voulez, ce ne sont pas mes chiffres, d'accord? Je ne les invente pas, je ne les ai pas sortis de mon sac à main. Donc, s'il y a une erreur, après, vous me parlez d'une organisation, d'une réorganisation au niveau de la Caisse des écoles, je veux bien l'entendre, c'est passé. Mais aujourd'hui, la réalité des écoles, c'est qu'on a 1 170 € de moins. C'est tout. À la rentrée 2017. La réalité, Madame Séguière, en fait, c'est toujours cette histoire de père. Ce n'est que cette histoire de père. C'est comme ça. Quel est on peut tourner le sujet dans tous les sens. Le sujet, c'est que vous aviez, jusqu'à il y a 2 ans, un PRE dont une partie, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais extrêmement importante. Non mais je vous dis, oui, mais sûr que c'est. Oui, mais il est là le sujet, Madame Séguière, à un moment donné. Mais oui. Alors, mais je vais vous donner un élément supplémentaire d'information. Sur le PRE, nous avons eu. Mais ce que j'ai répété à la Caisse des écoles, parce qu'une directrice d'école m'a fait la remarque où elle a confondu en gros les dépenses qu'on peut faire en investissement, les dépenses qu'on peut faire en fonctionnement. Et donc l'arbitrage, quand vous dites, Madame Séguière, écoutez pas, dès que je parle, écoutons-nous un peu. Vous parlez de gens qui ne sont pas présents et donc je ne peux pas. Mais je ne vous demande pas d'assumer ce qu'ils ont dit, je vous explique les termes du débat tel qu'il s'est produit. Le terme du débat tel qu'il s'est produit, c'est que, Madame Séguière, quand vous dites mettez de l'argent ailleurs, en fait, si vous voulez qu'on mette plus d'argent encore en fonctionnement sur les écoles, il faut en mettre moins en fonctionnement ailleurs sur le budget de la ville. Peut-être sur le transport, parce que je pense que ce qui... Attendez, je vais juste terminer de ma démonstration. Le sujet de fond, c'est l'histoire du PRE. On a eu un comité de pilotage de la ville, comme je vous l'ai dit, samedi dernier. Moi, j'ai posé la question à la préfecture en disant aujourd'hui la condition du PRE. Et on est tous d'accord, y compris les élus de la précédente municipalité là-dessus, ça questionne le fait qu'on ne puisse pas utiliser le PRE sur un certain nombre d'activités, et notamment, en effet, ces activités de transport. Moi, j'ai posé la question clairement à la préfecture, de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas au moins quand même discuter du sujet, parce que accompagner des enfants issus des quartiers politiques de la ville pour aller faire des activités extrascolaires, on peut quand même considérer que c'est... il faut peut-être arrêter d'avoir une vision un petit peu obtuse et extrêmement rigide. Et ce que j'ai demandé à l'État, c'est qu'ils acceptent au moins qu'on rouvre un petit peu la discussion. Voilà. J'en sais pas plus pour l'instant, mais on a la chance d'avoir une sous-préfète qui est extrêmement ouverte, et ça. Aujourd'hui, dans le cadre des règles du jeu, c'est pas possible. Et donc, c'est ce que j'ai répété à la Caisse des écoles, personne n'aurait compris, n'aurait accepté qu'on s'assoie sur 88 000 €, parce que la sanction, si le PRE continue à être utilisé pour des fins qui n'étaient pas les siennes, c'est tout simplement que vous passiez de 88 000 à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonds de PRE pour la ville. Donc il est là le sujet. Et on sait qu'il y a une problématique de transport. Dans ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, toutes les écoles ne sont pas dans une situation égale par rapport au transport, parce que certaines sont proches des lieux d'activité, d'autres sont plus éloignées. Et donc après, il y a une balance à faire. S'il faut mettre plus dans les transports et moins dans autre chose, on est évidemment tout à fait prêt à regarder ça. Ce que je veux juste vous dire, Madame Séguière, c'est qu'à un moment, on ne peut pas monter de l'argent qu'on n'a pas, et on ne peut pas faire passer de l'investissement au fonctionnement. Donc si on met plus en fonctionnement, il faut enlever ailleurs, et honnêtement, enlever au service technique, c'est compliqué. Enlever à la culture, vous serez aussi les premiers à me dire que c'est compliqué, puis tout est un peu dans tout, parce qu'on essaye de travailler sur... ouais, mais c'est le choix politique, mais si j'enlève au service technique en fonctionnement, le choix politique, c'est qu'on doit composer avec 1 500 000 € de moins. Hein. À un moment donné, il faut aussi... on doit composer une section de fonctionnement avec 1 500 000 € de moins. C'est colossal. 600 000, 1 600 000. Et vous voyez, moi je peux pas... Alors j'ai 2 leviers. Soit je dis j'augmente les impôts pour faire des ressources supplémentaires en fonctionnement. Ça, c'est vrai, c'est un choix politique et c'est pas le choix que nous faisons. Voilà. Il y a un choix, qui serait, on augmente les impôts de 5 points, ça fait 5 points, ça vous fait 450 000 €. Mais vous savez... Voilà, allez-y. Alors peut-être, mais vous savez très bien que
la part de la cantine, de l'école de musique, le périscolaire, tout ça, il y a une augmentation de, je crois, de 0,2%, de 2%, donc au mois de juin. Donc on le paye, nous, usagers, parents, on paye cette partie-là. Donc effectivement, on nous dit qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, très bien, mais ceux qui consomment tout ça, ces services-là, on va les payer en plus. Donc, bon, voilà, donc venez pas me dire. Alors la carotte, effectivement, de la non-augmentation de l'impôt, c'est très bien, mais nous, parents, ça nous change rien. Madame Séguier, sur la tarification. Moi, j'accepte de le payer en plus, c'est pas gênant. Mais bon, si c'est pour effectivement à côté de ça. Sur la tarification, parce que ça, c'est un sujet important, et honnêtement, aujourd'hui, il y aurait plutôt un sujet à augmenter sur certaines catégories de la population à la tarification. Sur ces questions de tarification, d'abord, il faut quand même se souvenir que l'inflation est plus importante que 0,2. Et que donc l'augmentation d'un tarif l'augmentation de 0,2 des tarifs est bien inférieure à l'inflation et à l'augmentation des salaires de manière générale. Donc c'est quand même assez normal. On a vu sincèrement, on a vu au CCAS, malheureusement vous n'étiez pas présente à cette séance, Madame Séguier, et on a vu quels étaient les dégâts que provoquait le fait de ne pas acter l'augmentation des charges. Aujourd'hui, au CCAS, sur la résidence du parc, il n'y a pas eu d'augmentation des charges depuis plus de 10 ans, et en fait le rattrapage il est impossible, et du coup l'écart est très important, et c'est pas sans poser de grosses difficultés pour la personne morale qui gère, c'est-à-dire le CCAS en espèces, mais également pour les utilisateurs de ce service. Par ailleurs, sur la tarification, on a effectivement toute une réflexion sur le quotient familial, qui n'est pas simple, parce que ça met en œuvre des mécanismes qui ne sont pas sans avoir de conséquences. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y a toute une part de la population, probablement la plus riche, même si elle n'est pas très nombreuse à bouiller, qui ne paye pas au juste prix. Et donc, du coup, il y a une réflexion qui s'opère pour mieux évaluer cette tarification et qu'on puisse effectuer une vraie péréquation, c'est-à-dire une vraie redistribution de la richesse sur la ville. Voilà, bon, mais c'est complexe, c'est en cours, ça nécessite de prendre du temps, il faut qu'on s'assure bien, qu'on essaye tous les scénarios et qu'on s'assure bien que ça ne va pas pénaliser les familles les plus en difficulté financière, évidemment. Et je rappelle que pour toutes les familles qui sont en difficulté, il y a la possibilité d'avoir recours au service du CCAS et aux commissions de secours. Donc ça, c'est une possibilité importante, il faut le faire, et les dossiers sont toujours traités avec la plus grande bienveillance. Il y a une commission de secours qui se réunit et qui rassemble plusieurs administrateurs du CA. Et donc, il est très rare que l'on refuse ou qu'on retape un dossier. Alors, monsieur Vassal, monsieur Malibi. Oui. Parce que j'ai quand même été conseiller municipal, j'ai vu arriver Franck Martin. Mais je peux vous dire que les écoles et la culture, les budgets passaient là-dedans, madame, et c'est pour ça que les impôts sont si chers. Et nos enfants ne sont pas plus malheureux qu'ailleurs. Alors je pense quand même qu'il va falloir, comme vous dites, il faut faire des économies, il faut peut-être le voir à ce niveau-là. Déjà, des enfants, c'est pas fait pour les se promener en classe, c'est fait pour étudier dans les classes. Hein, ça nous fera faire déjà des économies de ce niveau-là. Mais je peux vous dire que si on paie des impôts chers, c'est l'argent qu'il a mis dans les écoles et dans la culture. C'est là toute l'erreur de Franck Martin. Puis il a laissé pourrir le patrimoine. Vous en avez la preuve là, c'est pourri là. Et d'ailleurs, monsieur Vassal, on a inscrit au PPI la rénovation du mobilier de cette salle parce qu'on en a marre d'avoir des bouts de bois là qui tombent. Madame Séguier, vous voulez demander la parole. Juste préciser que, écoutez, j'étais pas conseillère municipale à l'époque. Si vous avez des réclamations à Franck Martin, allez voir Franck Martin. Parce que sincèrement, non mais écoutez, laissez-moi dire. Sincèrement, je ne peux pas défendre quelque chose où je n'étais pas là, d'accord? Donc vos histoires avec monsieur Franck Martin, c'est vos histoires à vous, d'accord? C'est votre passé à vous en commun. Et ben, mais ici autour de la table, on a un gros pourcentage à ne pas avoir été là. Donc on ne peut pas nous. Allez, monsieur Vassal. On va, monsieur Martin, les fantômes de métier, donc on ne va pas parler de lui. En revanche, Marie-Dominique Haché va vous répondre. Marie-Dominique. Martin, ici. Allez, on a compris, vous réglerez vos affaires et vous parlerez à l'issue de ce conseil. Madame Haché. Madame Séguier, je reviens sur le budget de la Caisse des écoles. Bien évidemment, l'an dernier, c'est vrai,
il y a eu une année tronquée puisque c'était une année de transition où effectivement une partie des finances de la ville sont passées à la caisse des écoles. Ce qui a fait des calculs qui étaient peut-être trop justes pour certaines écoles et peut-être pas assez clairs dans la manière dont était présenté le budget. Il n'en sera pas de même pour 2018 puisque les services ont commencé à travailler sur le budget 2018 et que la façon dont il sera présenté pour le budget 2018 va dissocier la ligne transport de manière à ce que ce soit plus clair pour tout le monde. Parce que c'est vrai que les budgets comprenaient la totalité des dépenses d'une école et ça ne me semblait pas assez clair. Donc on revient là-dessus à une ligne budgétaire sur les transports et puis les dépenses bien évidemment sur tous les outils pédagogiques. Je reviens aussi là-dessus dans le sens où effectivement les économies qui ont été faites viennent du fait que certains directeurs d'école ont investi dans les outils pédagogiques et c'est de l'investissement, ce qui fait que ça dégage un budget qui va revenir à la caisse des écoles l'an prochain. D'où cette augmentation mécanique qui vont permettre de dépenser plus et mieux. 7 000 € de plus en fonctionnement que le budget de cette année. Très bien, on va passer au vote sur cette délibération. Monsieur Hébert. Une petite question sur l'Académie des talents. C'est pas totalement l'objet de la délibération. Non, mais on peut la voter, on va d'abord passer au vote sur cette délibération, mais on peut, dans les questions diverses, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah oui, bah alors, sur le BNT. Voilà, allez-y, on va passer. C'est juste pour savoir, c'est ouvert aux jeunes talents de l'agglomération. Oui. C'est dommage parce que beaucoup de jeunes Libériens qui vont rester sur le carreau, non? Non. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des jeunes Libériens qui restent sur le carreau? Bah, je sais pas, en ouvrant l'agglo, le nombre de communes sur l'agglo, ça va pas pénaliser de jeunes talents ouverts. Écoutez, d'abord, on n'a pas un nombre limité de lauréats de talents, et en plus, l'émulation. Non, en fait, on les prend en fonction des talents, de l'intérêt, donc il n'y a ni quota, ni. Donc, pourquoi voulez-vous toujours essayer d'opposer les uns les autres? Et puis, si l'oublier rayonne sur l'agglomération, tant mieux. Mais tant mieux. Et je vais vous dire, même un jour, peut-être qu'on pourra ne pas considérer de le faire uniquement sur des jeunes. On est dans un processus ouvert, créatif, dynamique. Les jeunes qui n'ont que de l'agglomération. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Et même en dehors de l'agglomération. Même en dehors de l'agglomération, c'est-à-dire. Mais on peut imaginer, vous savez, il y a une. L'agglomération, elle prend une compétence facultative enfance jeunesse. L'agglomération, elle prend une compétence facultative enfance jeunesse. Et donc il y a un intérêt, on peut détecter des talents, et c'est un très très bel outil de rayonnement de valorisation de Louviers. Il se trouve que comme on est une ville qui a des fonctions de centralité, on a aussi des équipements du type une école de musique, du type des installations sportives. Et, bah voilà. Et donc, tant mieux. Et je veux dire, si même un jour il y a des gens qui viennent de l'étranger ou qui viennent du sud de la France pour venir à l'Académie des talents de Louviers, ça sera notre plus belle fierté. Voilà. De l'étranger, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du pôle Nord, de l'Afrique du Sud et de la Bretagne. Voilà. En tout cas, c'est une initiative qui pourrait faire des émules, notamment à l'échelle d'une région. À l'échelle d'une région, pourquoi pas. Et en tout cas, l'idée d'avoir des parrainages avec des grands sportifs de la région sur des académiciens, enfin, tout ça est assez intéressant et c'est volontairement très fait. Alors, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Y a-t-il des... Enfin, je rappelle que l'Académie Talent, ça nous permet à Louviers d'avoir la Marianne d'or de la citoyenneté et de la jeunesse. C'est quand même pas donné à tous. On va passer... Pardon? Aider? Non, je dis que la ville de Louviers a reçu la Marianne d'or pour le dispositif Académie des Talents. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Délibération suivante, Marie-Dominique Lachet, sur le transfert
de la crèche familiale du CCAS à la ville de Lyon. Je demandais au public de ne pas parler aux élus, c'est une règle de base, sinon je demandais à la personne de sortir de la salle, mais il y a une règle de base à respecter. Monsieur Taconnet. La présente délibération a pour objet de faire perdurer le fonctionnement de la crèche familiale et de clarifier le rattachement administratif et budgétaire de ce dispositif aujourd'hui éclaté entre le CCAS et le service petite enfance. Cela a pour but de simplifier et de clarifier la gestion de la crèche familiale. Aujourd'hui, le budget de la crèche est partagé entre le CCAS et la recette, et pour les recettes, et les salaires des assistantes maternelles est à la ville. Pour les salaires et des encadrants, et les dépenses de fonctionnement et d'investissement également. Donc, je vous demande d'approuver le rattachement de la crèche familiale au service petite enfance. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante sur le règlement de fonctionnement de la petite enfance, donc la modification, bien évidemment, la modification du règlement de fonctionnement pour le multi-accueil Acacia, Saint-Germain et Capucine. La présente délibération a pour objet de modifier les règlements des crèches que je viens de citer. Au sujet de la vaccination, en fait c'est une adaptation, une modification réglementaire. Des prises des médicaments, des vaccinations et la mensualisation et les retards de paiement. Donc je vous demande d'approuver les modifications de ce règlement que vous avez dû consulter, j'imagine, et qui suivent. Qui est contre? Une question. Je l'ai consulté, alors c'est peut-être pas partie des modifications, mais je trouve que la répartition géographique des crèches ne correspond pas à tous les besoins des Lomériens, ce qui fait qu'on se retrouve avec, au lieu d'avoir une crèche aux 4 coins de la ville, on n'a plus qu'aux 3 coins de la ville. Il y a un coin de la ville qui a pas de crèche, et donc au niveau du transport, c'est quand même pas judicieux. Souvent les gens choisissent la crèche en fonction de leur lieu de travail, ça leur permet de déposer leurs enfants sur le parcours de travail. Là, ça peut obliger les gens à traverser l'Ouvier d'un côté, puis après repartir de l'autre côté pour aller travailler. Et après, sinon j'ai une question, est-ce que les couches lavables sont taxées, enfin est-ce qu'elles sont utilisées dans les crèches? Parce que comme l'agglo pousse à utiliser des couches lavables, est-ce que les crèches jouent le jeu et suivent les mêmes recommandations? Oui, alors à la première question, bien évidemment, à la fermeture des petits loups, effectivement il y a un lieu d'accueil de l'autre côté de la ville qui a disparu. Néanmoins, c'est la zone dans laquelle il y a le plus d'assistantes maternelles, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de garde, et notamment avec le RAM, donc des accueils via les assistantes maternelles. En ce qui concerne les déplacements, pour la plupart, ça n'augmente pas tellement les déplacements, parce que ceux qui avaient choisi les petits loups, c'était plus pour des questions d'horaire, puisque les petits loups n'avaient pas les mêmes horaires et n'étaient pas ouverts le lundi. Donc c'était pas non plus tout à fait le même système de garde. Donc ce qui répond le mieux à l'heure actuelle, effectivement, sur cette zone de Louviers, pour des parents qui voudraient avoir un système de garde à leur porte, c'est le RAM, c'est l'assistante maternelle. On ne peut pas avoir des crèches dans tous les quartiers de Louviers. Et la deuxième question, les couches lavables, oui, effectivement, elles sont proposées. Après, c'est aux parents de choisir Très bien. ce qu'ils souhaitent. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous remercie. Dernière délibération qui concerne la petite enfance, toujours, avec toujours la crèche FAL, une approbation du règlement de fonctionnement et du projet social. Donc, qui demande aussi un agrément de la CAF.
Il est donc proposé de modifier le règlement du fonctionnement de la crèche familiale pour tenir compte des nouvelles obligations et également pour les vaccinations qui rentrent en vigueur au 1er janvier 2018. Il est également proposé de solliciter l'agrément de la CAF pour reconduire la prestation de service de la crèche familiale. Tout le monde sait ce que c'est qu'une crèche familiale? Il n'y a pas de question. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous savons aussi ce que c'est qu'une école de musique, Sylvie Mangeard, et son conseil d'établissement va être modifié. Oui, bonsoir. Donc, la présente délibération modifie le conseil d'établissement de l'école de musique qui avait été constitué en 1997 afin qu'il soit plus efficace dans sa mission de concertation et de mobilisation de l'ensemble des acteurs qui contribuent à la vie de l'établissement. Ainsi, chaque collège disposera de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants. Et la durée du mandat sera de 2 ans. Je vous demande d'approuver les modifications. Y a-t-il des questions? Non, je n'en vois pas. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie. Délibération suivante, c'est José Pérez sur 2 conventions de mise à disposition pour le Colisée. Bonsoir. Donc il s'agit là d'une convention prévoyant la mise à disposition en titre de gracieux pour 2018 de locaux au sein du Colisée au profit du club d'haltérophilie. Et je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Je soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Deuxième délibération, toujours sur le Colisée, mais cette fois-ci pour le bowling. En fait, c'est un renouvellement de la convention active entre la ville et le club du bowling pour l'utilisation du Colisée. Et toujours, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer cette dite convention également. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup, José. Alors, en l'absence de Gaëtan, Basir, je ne sais pas qui présente la délibération sur Jeunes Écoliers du Monde. Je vais présenter cette délibération. Donc, c'est le renouvellement, tout simplement, de la mise à disposition du local qui est situé rue du Quai, donc à titre gracieux. Et donc, il est proposé de renouveler à titre gracieux pour une période de 2 ans cette mise à disposition pour l'association Jeunes Écoliers du Monde. Y a-t-il des demandes de parole? Non. Je passe au vote. Des oppositions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Délibération suivante qui concerne le don de mobilier matériel et informatique. Par courrier du 11 septembre 2017, l'association Presse Heure a manifesté sa volonté de restituer le local qui est mis à sa disposition par la ville depuis décembre 2012 au manoir de Bigard. Ce local est actuellement occupé de mobilier dont l'association souhaite se défaire. Il y a un bureau informatique, 2 meubles, bas de bureau, un fauteuil, une grande table et 2 imprimantes. Elle propose d'en faire don à la ville. Et donc, lorsqu'il y a un don, il faut une délibération. Et donc, il vous est proposé d'accepter et bien sûr de remercier l'association Presse Heure pour ce don et d'autoriser le maire a signé tout acte nécessaire. Y a-t-il sur le vote des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 4 délibérations sur le personnel communal. D'abord, de rupture anticipée de mise à disposition du personnel de la ville auprès du CCAS à Crèdès. Oui, alors effectivement, nous disposons au CCAS d'un agent de la ville mis à disposition. C'est un agent qui est dans la filière administrative. Il se trouve que dans le cadre de la réorganisation des services, et comme les missions assurées sont pérennes, nous avons proposé d'intégrer cet agent aux effectifs du CCAS. Évidemment, ça a été discuté avec cet agent. Évidemment, ça a été présenté en comité technique. Et on a à la fois l'approbation de l'agent et également l'unanimité du comité technique. Et il s'agit donc d'autoriser le maire à anticiper l'arrêt de cette convention mise à disposition entre la ville et le CCAS. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Marie-Dominique pour la situation salutaire des assistantes maternelles. Oui, donc c'est suite aux délibérations précédentes,
le statut des assistantes maternelles intégrées à la crèche PAF repose sur le droit hybride relevant à la fois du droit du travail et du droit public. Aussi, pour clarifier leur statut, il est proposé d'adopter le statut présenté dans la délibération relative au temps de travail, au temps de repos et à la rémunération et au congé. Je vous demande donc d'approuver ce statut spécifique aux assistantes maternelles. S'il y a des observations, on va passer au vote. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante, c'est sur l'organisation du temps de travail des cadres. L'objectif de cette délibération, c'est de permettre d'initier le télétravail dans certaines conditions encadrées. C'est un dispositif qui s'appliquera au moins dans un premier temps aux agents chargés de fonctions d'encadrement de conception qui bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur travail. Le comité technique a rendu un avis positif le 10 novembre dernier. Et donc vous est proposé de valider ces propositions qui tiendront aussi une nouvelle forme de travail. Est-ce qu'il y a des remarques? J'en vois pas. On va passer au vote. Des oppositions, des abstentions. Merci beaucoup. Et la dernière délibération, c'est la mise à jour du tableau des effectifs en fonction donc, des réorganisations. Et donc il y a à la fois des suppressions et des créations. Et donc c'est pour que ça colle parfaitement entre la réalité, le tableau des effectifs et la réalité des besoins. Donc suppression sur un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe, un poste d'attaché administratif, 2 postes d'adjoint d'animation, un poste d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et un poste d'assistant d'enseignement artistique. Et la création en termes d'effectifs de 10 postes d'assistante maternelle, de 2 postes d'adjoint d'animation principale de 2e classe, d'un poste d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe et d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Séguier. Peut-être une remarque sur le directeur, le responsable du service médiation qui n'est pas remplacé. Alors, on a la chance à Bouvier d'avoir un service médiation qui est déjà rétréci, puisque l'équipe est aujourd'hui à 4 personnes, donc c'est un peu dommage. Toutes les villes n'ont pas ce type de service, et compte tenu de la qualité de leur travail, je pense qu'il y a vraiment besoin de conforter ce service-là. Et je sais que c'est un départ en retraite, après une longue maladie. Ça aurait été quand même intéressant qu'il y ait un directeur qui reprenne, une directrice, qui reprenne un peu la fonction et puisse permettre à l'équipe justement de garder cette autonomie et puis cette capacité à intervenir assez rapidement. Deuxième chose, alors je sais aussi qu'il déménage très bientôt au CCAS, à rue Saint-Jean. Les pauvres, ça fait quand même 2 fois qu'ils déménagent. C'est comme si on les balade un petit peu partout dans le pied. Après, c'est vrai que c'est un peu... si ça vous fait rire, tant mieux. Non, mais les balader, vous savez dans quel état ils étaient rue du Grill? Je pense que les pauvres, vous savez dans quelle situation, dans quels locaux ils étaient rue du Grill en 2014? Je pense que les pauvres, ils étaient plutôt heureux d'aller maintenant de Bigard dans des locaux entièrement neufs. Oui, et là on les redéménage, donc du coup c'est un peu dommage, c'est un peu... Voilà, c'est les remettre dans le CCAS, donc c'est un peu... voilà, je regrette un peu là-dessus. C'est un peu quoi? Un peu dommage. Qu'il soit au CCAS, c'est dommage, c'est ça le sujet? Parce que là, il faut être plus précis. En quoi est-il dommage que le service médiation, qui je précise quand même, est bien de la médiation sociale, intègre le CCAS, qui est le Centre communal d'action sociale? Il y a quand même une vraie cohérence. J'ose espérer que les agents qui travaillent au CCAS sont fréquentables et que donc ils vont plutôt travailler en cohérence, en concertation, en regard croisé, en appui les uns des autres, en ayant des vraies dynamiques. Et que c'est pas, me semble-t-il, complètement farfelu d'imaginer que les agents de la médiation sociale intègrent le CCAS. Ça, c'est pour répondre au deuxième point. Le premier point, effectivement, et je reviens sur ce que disait Monsieur le maire, il faut se souvenir des locaux dans lesquels était la médiation sociale quand nous avons commencé à exercer notre mandat en 2014. On les balade pas. Mais il ne vous a pas échappé non plus qu'il y a une réorganisation des services, que nous avons opéré un fonctionnement par pôle, que je pense que c'est une véritable plus-value. Et pour répondre à votre toute première question, effectivement, il y a un départ à la retraite qui, pour l'instant, n'est pas remplacé. Ça ne veut pas dire que l'équipe est laissée à l'abandon, loin s'en faut. Il y a un directeur du CCAS, une directrice adjointe du CCAS qui s'occupe d'accompagner cette équipe, qui va travailler en relation plus étroite encore avec l'ensemble des services de la ville. Et pour la petite histoire, il se trouve que demain j'interviens à un colloque
à Paris, qui est organisé par le réseau des villes, qui est le réseau qui est spécialisé sur la médiation, et qui traite justement du rapprochement entre médiation sociale et prévention spécialisée. Il n'y a aucune incompatibilité entre les deux. Moi, il faut une véritable complémentarité. Il est très intéressant que l'on sorte un tout petit peu, j'ai échangé avec plusieurs élus qui ont justement la médiation sociale chevillée au corps. Il est très intéressant que justement on sorte un tout petit peu des schémas d'origine de la médiation sociale et qu'on cesse de penser qu'il faut qu'il soit absolument isolé pour bien travailler. Au contraire, la médiation sociale travaille d'autant mieux qu'elle est associée à d'autres services, des services d'animation de la vie sociale, des services avec des travailleurs sociaux et davantage en accompagnement. Donc je pense qu'au contraire, on va renforcer l'efficacité du service en les intégrant au CCAS et nous ne retirons rien à ce service. Nous sommes toujours aussi convaincus de la pertinence de cet outil et nous sommes très heureux qu'il soit bien là, à la ville, présent, donc maintenant au CCAS, mais au bénéfice de l'ensemble des habitants de la ville. Et il n'y a aucune volonté de notre part, au contraire, de diminuer ce service rendu. Je vais donner la parole à Fitaola, mais Mme Seguir, c'est juste du respect plutôt que de balader ces gens. C'est du respect quand vous voyez les conditions d'indignité dans lesquelles ils étaient rue du Grill, que de leur proposer des nouveaux locaux. Et ça, moi je veux bien entendre toutes les leçons de morale, hein, mais pas de la part de personnes qui ont laissé dans cet état-là et qui après se permettent en plus d'aller nous dire ça. À un moment, il faut remettre un peu les choses à l'endroit, parce que ça suffit, quoi. Les gens qui sont dans des situations indignes, c'est comme la police municipale. Hein. Et donc, à un moment donné, stop avec ces leçons de morale permanentes de vous ne les respectez pas, c'est exactement le contraire. Nous, on les a respectés, pas l'ancienne équipe. La FIDA. Oui, je voudrais intervenir parce que je suis quand même la mieux placée pour parler de la médiation sociale, puisque j'en viens. Voilà, donc c'est une équipe que je connais bien, pour qui j'ai un profond respect, qui font un travail vraiment remarquable et admirable. Effectivement, ils ont changé de locaux, comme l'a dit le maire, on a récupéré un peu dans une situation un peu compliquée au niveau de la qualité d'accueil, donc rue du Grill. En fait, moi, ce que j'entends surtout, c'est, pour bien connaître le métier, c'est la question de la neutralité. Et parce que comme le service médiation accueille un public qui vient des quatre coins de Louviers, pas spécialement des quartiers en difficulté, mais ça peut être des habitants qui viennent aussi du centre-ville ou d'ailleurs. Et donc, voilà, donc qu'ils soient situés au CCAS, peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse que j'aimais, je ne sais pas, j'ai réfléchi de tout haut, c'est sur la question de la stigmatisation du public, parce qu'il y a une habitude qui s'est créée. Je parle en connaissance de cause, hein, quand on est installé dans un lieu bien précis, il y a des habitudes qui se créent avec la population, il y a des liens qui se tissent, il y a un espace qui est saisi par l'ensemble de la population, et peut-être que ce changement peut peut-être provoquer quelques... comment je pourrais dire, une forme d'instabilité, mais enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le service de médiation, et je rejoins les propos de Anne Terlez, n'est pas du tout, est totalement respecté dans ses missions, et je pense bien au contraire valorisé parce qu'on en a besoin. La médiation aujourd'hui, on en a besoin plus que jamais pour maintenir le lien social. D'ailleurs, c'est un métier qui se professionnalise de plus en plus. Avant, il n'y avait pas de diplôme de médiation sociale. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de diplômes qui sont reconnus par l'État. Et je pense que notre municipalité ne fera qu'encourager et renforcer et accompagner ce dispositif déjà existant. Très bien. On va passer au vote. Oui, une dernière précision. Juste sur cette question de neutralité, j'espère que la qualité de l'accueil réservé à l'ensemble des habitants de Louviers qui poussent la porte du CCAS permet de ne pas stigmatiser. Et évidemment que ce changement de lieu, parce qu'il y a effectivement changement de lieu, sera accompagné de la meilleure façon possible et que les activités qui étaient possibles aujourd'hui au manoir de Bigard le seront demain au CCAS.
Voilà. Mais je pense que d'abord c'est un beau lieu, CCAS, il y a un parc magnifique, c'est un bel endroit. Il y a une matière d'ailleurs à le valoriser davantage qu'il ne l'est aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, je pense que oui, on a à cœur, enfin, l'ensemble des agents du CCAS ont à cœur de ne pas stigmatiser les personnes qui passent la porte de ce lieu. Très bien, on va passer au vote sur ce tableau des effectifs. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Le groupe Mac Dumoncy, le groupe Bravo Louvier. 6 abstentions. Je vous remercie. Dernier point d'information synthétique, cher Jean-Pierre Duveret, par cette heure tardive sur les activités du siège. Alors, je vais faire très synthétique. Le comité syndical s'est réuni le 21 octobre dernier pour faire acter le fait que M. Ladislas Pawlowski devait quitter son poste de président du siège, car un parlementaire ne peut plus détenir un poste exécutif. Et à l'issue des opérations de vote, c'est M. Xavier Hubert qui a été élu président du siège. Voilà. Je vous demande de prendre acte. Nous prenons acte. Et M. Fraisse a une demande de parole. Vous avez la parole. Comme on parle du siège, je pense que le siège est au courant de l'installation des compteurs Linky. Je me fais le porte-parole d'un certain nombre de Lovériens qui ont beaucoup d'inquiétudes concernant l'installation de ce compteur. Ils vous ont écrit, vous leur avez répondu. Je pense qu'il aurait été judicieux de mieux amener, enfin déjà la façon dont il a été amené est assez lamentable, ce compteur, à un niveau national, mais à un niveau municipal, il aurait été judicieux d'organiser une réunion d'information pour rassurer les gens, pour les informer sur ce... Parce que là il est très mal perçu. Et vous n'avez pas répondu à une question que se posaient ces habitants inquiets. Il y a des incidents, je l'ai dit, il y a eu des incendies, il y a certains appareils qui sont déréglés. Si Enedis, EDF, les assurances ne veulent pas prendre en charge ce genre de désagréments, est-ce que la commune qui approuve l'installation de ces compteurs est prête à assister les gens qui seront dans des situations où ils ne pourront pas être indemnisés? Monsieur Fraisse, donc j'ai répondu, vous savez, aux personnes qui m'ont interpellé. Je vais donner la position de la commune. Sur les 8 incendies qui ont lieu sur l'ensemble de la France, c'est pas lié au compteur en tant que tel, c'est des problèmes problèmes dans la pause, mais c'est lié aux connexions, voilà. Donc, non, la commune, d'abord, c'est fait sans racine, mais ils ne sont pas liés en tant que tel au fait que ce soit un compteur Linky. Vous avez un certain nombre d'incendies, malheureusement, en France. Voilà, mais c'est pas lié à ça. Sur la réunion d'information, on a l'opposition à faire venir les parties prenantes pour faire des informations, sachant que la pause n'a pas encore formellement débuté sur l'oublier, c'est surtout 2018 et 2019. Mais là-dessus, il n'y a pas de difficulté, parce qu'il faut juste, si c'est faire une réunion d'information pour avoir des oppositions, enfin, pour faire entendre une opposition, parce que moi j'entends et j'aspecte tout à fait les positions des uns et des autres là-dessus, mais je l'ai dit dans le courrier, d'abord, la commune n'a pas le droit de s'y opposer, celles qui l'ont fait de toute façon ont été déboutées par la justice, deuxièmement, pour plein d'autres raisons, mais je pense qu'il est tard, et je l'ai évoqué dans le courrier de réponse que j'ai fait, je vois des personnes que je connais et que j'apprécie dans le public qui me font des signes négatifs, mais elles savent que je suis ouvert à des discussions là-dessus, on n'a pas la même position. Et encore une fois, voilà, il y a des actions qui sont menées par des particuliers auprès des Enedis, bien que ces actions aillent jusqu'à leur terme. Et en ce qui concerne les communes, la position de la ville de Louviers, je l'ai donnée, je l'ai écrite et ce sera celle-ci. Voilà, je vous remercie de votre attention jusqu'à cette heure tardive. Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 5 février à 18h30. Et au cours de cette réunion, nous présenterons notamment le projet de budget primitif pour l'année 2018 et un certain nombre d'autres sujets. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.